L'initiative MGCS fut lancée en 2012. Le projet est officiellement lancé en juillet 2017, en même temps que le projet SCAF. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, et son homologue français Sébastien Lecornu donnent un nouveau départ à l'initiative lors de leur rencontre du 23 janvier 2023. Le 26 avril 2024, les deux ministres signent l'accord d'engagement de la phase 1A du projet MGCS. Du côté français, cette phase se conclut par un communiqué de presse idoine publié le 30 avril par le ministre des Armées. Le communiqué tient en un recto verso de format A4. On peut également noter l'absence de dossier de presse. Le constat est le même du côté allemand. Cela a quand même de quoi laisser sur sa faim. Passé la déception, que dit le communiqué de presse? Le court communiqué a le mérite d'être clair sur le sujet principal, la répartition industrielle. C'est là que le bât blesse pour LTDO. Le char est-il seulement un objet industriel et technologique? On sait bien que non. LTDO vous propose de partager quelques questions et réflexions qui sont, sauf erreur, absentes des éléments grand public concernant le MGCS. Dans un premier temps, on peut noter que les piliers sont tous liés à des thèmes directement liés à l'élaboration des technologies militaires du futur matériel. Les trois thèmes principaux, que sont la mobilité, le feu et la protection, sont bien là, tout comme d'autres, mais sont totalement absents les thèmes liés à la stratégie militaire, la stratégie des moyens, la tactique, la doctrine, ainsi que les thèmes liés aux aspects juridiques. Pourtant, les services et les experts savent bien que tous ces thèmes sont étroitement liés au développement d'un matériel majeur. Des questions relatives à ces thèmes se posent déjà et elles vont se poser, se reposer encore et encore tout au long du programme. Ces questions ne sont pas périphériques, elles font partie de la base, du socle d'un projet bien pensé au service d'un objectif clair. Pour aller plus loin, et pour certains, il est vain de formuler une stratégie, et plus encore de qualifier et dimensionner les ressources et les forces des armées en l'absence d'un projet politique de long terme reposant sur des axiomes acceptables et acceptés par les citoyens. C'est une projection dans l'espace-temps d'une volonté de construction politique. Il correspond à ce que l'on nomme parfois grande stratégie, entreprise de synthèse difficile et rare. Après cette définition, peut-on dire que cet exercice a été fait en France? Pourtant, le contexte s'y prête. Les élections américaines pourraient laisser aux Européens un drôle d'arrière-goût. Outre le conflit en Ukraine, la seule formulation d'incertitude vis-à-vis de notre oncle Sam impose un travail de fond à l'échelle européenne. Puis vient la stratégie des moyens. Elle peut être définie comme une composante de la stratégie militaire générale qui se consacre à la conception, la production et la mise en œuvre de l'ensemble des éléments indispensables à la réalisation des opérations militaires. Une stratégie des moyens a-t-elle vraiment été établie en France? Pas sûr. À la suite de ces niveaux stratégiques se trouve notamment la stratégie industrielle. En 2024, la réindustrialisation des économies européennes semble être identifiée comme un enjeu de souveraineté et comme un enjeu économique au sens large. Le projet MGCS peut être qualifié de projet majeur pour une économie. En 2018, un organisme de réflexion de l'US Army estime qu'un projet de nouveau char de combat nécessiterait une enveloppe de 5 milliards de dollars, et cela uniquement pour obtenir la maturité technologique suffisante. L'ampleur des moyens engagés, ainsi que les diverses retombées en termes économiques, mais aussi et surtout les retombées indirectes, nécessitent de replacer le projet dans une stratégie industrielle plus large, elle-même au service d'une stratégie de puissance nationale, voire européenne. Cette stratégie industrielle devra permettre l'émergence d'une BITD compétitive, capable de répondre aux exigences dans un environnement hautement concurrentiel à l'échelle mondiale. De nombreux pays européens savent développer et construire des blindés de grande qualité. Le MGCS et le SCAF peuvent être vus comme des moyens de rationaliser la BITD européenne. Si l'idée ne doit pas être à la fusion à marche forcée et dogmatique, la création de nouvelles logiques de coopération et de production sera indispensable. Oui, la BITD européenne est diverse. Le modèle économique de la BITD française a pour spécificité de produire l'ensemble des matériels nécessaires à notre souveraineté. Ce modèle nécessite que la France réalise des exportations. Tout le monde le sait. Pourtant, la question juridique sur la possibilité d'exporter, sans contrainte de toute nature, un matériel développé dans un cadre de coopération internationale semble toujours se poser au premier semestre 2024. Pour parler clair, l'Allemagne pourra-t-elle exercer une sorte de droit de veto si la France souhaite exporter le MGCS à un partenaire qui ne lui plaît pas? Cette question juridique est donc existentielle pour le maintien d'une BITD française souveraine et par extension à notre modèle de politique étrangère. Avant de poursuivre la démarche, quelles sont les garanties que la souveraineté des partenaires sera pleine et entière tout au long du processus, du développement jusqu'à la mise au rebut? De plus, si le MGCS et le SCAF sont certes des outils militaires devant assurer notre souveraineté, s'ils sont certes des objets industriels, ils sont surtout une chance pour définir de nouvelles formations et fédérer les talents, une chance pour développer de nouvelles techniques et organisations du travail.
La mise en place de l'écosystème industriel permettant le développement, la construction et le maintien en conditions opérationnelles des matériels de nouvelle génération ne pourra pas se réaliser sous le simple leadership du secteur privé. La définition d'une stratégie générale ad hoc par les pouvoirs publics est nécessaire pour tracer une ligne directrice claire et partagée. Puis, si la démarche est d'abord binationale, elle sera très rapidement multinationale. L'échelon européen sera sûrement de la partie, notamment au travers de diverses clés de financement. Déjà, en septembre 2023, une étude lancée par l'Union européenne concernant différents aspects du char du futur a semé le trouble sur la démarche MGCS. Les deux ministres ont dû clarifier les choses lors d'une conférence de presse le mois suivant. Toujours dans la catégorie de la coopération, et comme dit dans un précédent épisode, la coopération est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Le comportement français, par ses trop nombreuses absences de réaction, interroge sur sa perception de la coopération avec l'Allemagne. La coopération n'exclut pas la primauté de l'intérêt national et le rapport de force. Les partenaires, eux, ne l'oublient pas. Dernier sujet concernant la coopération, celui de la doctrine. Il est volontairement évoqué ici car la conception d'un véhicule renvoie à son usage et à la façon dont il est utilisé, soit la doctrine pour faire court. La différence de doctrine a pu impliquer des divergences d'approche de conception. Cela a notamment été le cas lors de la tentative de conception multilatérale d'un véhicule de combat d'infanterie à roues. Cela a également été l'un des prétextes expliquant les retards dans la définition du besoin du MGCS. L'absence ou la non-performance de mécanismes favorisant un processus de convergence ont par le passé déjà coûté beaucoup de temps et d'argent aux contribuables des différentes nations. En d'autres termes, si le futur véhicule sera fortement blindé, son processus de conception devra l'être tout autant. Cela nous amène au sujet de la propriété intellectuelle. Les questions de la propriété des logiciels sont fondamentales pour comprendre le coût de maintien en conditions opérationnelles du F-35. Ce même sujet se pose sur la fabrication des pièces de rechange de cet appareil. Concevoir un bijou technologique, c'est bien. Pourquoi pas? Le maintenir opérationnel dans des conditions acceptables, c'est essentiel. On parle ici de matériels structurants qui seront réalisés à des milliers d'exemplaires et qui seront en service pendant peut-être 50 ans. Enfin, concernant l'exportation, le MGCS sera-t-il un outil de politique étrangère au travers de l'exportation d'un matériel accessible financièrement et utile à nos partenaires étrangers? La débauche technologique a un coût et ne répond pas toujours à tous les besoins. On le voit, tous ces thèmes sont absents du tableau de synthèse et du communiqué. Pourtant, l'histoire des projets majeurs d'armement le montre. Pour faire vite et en caricaturant, les temps longs peuvent être fatals aux projets changeants et parfois injustifiables à un moment de leur histoire, comme le RH-66, ou aux projets trop ambitieux technologiquement, comme le FCS. Au contraire, des projets essentiels à la doctrine d'emploi d'un service, comme la H-64 de l'US Army ou le V-22 Osprey de l'USMC, peuvent survivre aux tragédies durant le développement, aux dérapages de calendrier ou de budget. Ces deux derniers programmes ont également survécu grâce au pouvoir de persuasion d'une hiérarchie militaire convaincue et grâce à un soutien politique fort. Une chose est sûre, des rétextes de la conduite de tous ces programmes ont été écrits. Les facteurs de réussite dans la conduite de l'innovation technologique et dans la bonne marche d'un programme sont connus. Le travail sur tous ces thèmes devra être mené dans les temps, et il mobilisera de l'ingénierie de toutes sortes. À l'évidence, cela aura un coût de plusieurs millions d'euros, que ce soit en coût d'experts extérieurs ou en coût de fonctionnaires. Alors, pourquoi ne pas donner une visibilité à ces questions support dès le début du projet? Cela est d'autant plus incompréhensible que le ministère des Armées a su se doter de certains moyens décisifs dans la bonne conduite des projets majeurs. L'organisation du ministère des Armées accueille en son sein le commandement du combat futur qui est pour l'armée de terre le référent en matière d'innovation. Ce commandement a été créé le 1er août 2023. Il est également possible d'évoquer le pôle rayonnement de l'armée de terre qui a pour objectif de faire comprendre au monde civil, décideurs et futurs décideurs, les grands enjeux de l'armée de terre. Il faut également rappeler la création le 1er septembre 2018 de l'Agence de l'innovation de défense. Elle est placée sous la responsabilité du délégué général pour l'armement. Malgré tous ces outils et toutes ces connaissances, comment arrive-t-on à rédiger un communiqué aussi laconique? Enfin, MGCS, MART et FMBT Tech. Avec de tels plans de communication, même un observateur obstiné, voire sûrement un peu maso, en perd son latin. Pas facile pour le commun des mortels de voir se succéder des annonces aussi fortes et qui semblent pourtant aussi contradictoires dans un laps de temps aussi court. Et oui, même si ces projets ne semblent pas s'exclure les uns les autres, que penser de cette annonce faite le 18 mai 2024? Pour le coup, la conclusion sera courte et générale.
Si la France possède un énorme savoir-faire, elle souffre en symétrie d'un énorme déficit de faire savoir. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.